Salut, bienvenue partie 4 de ce montage de la LOSI 3.1, la direction et la partie centrale châssis. J'ai déjà préparé certaines choses, j'ai donc déjà mis de la Loctite dans les deux puits de direction, qui eux ont une empreinte dans le châssis, donc ne devraient pas tourner, mais méfiez-vous quand même, l'empreinte n'est pas très profonde, donc quand vous démontez et remontez, faites gaffe de bien le maintenir en place, sinon il va quand même tourner autour. Et vous abîmez le châssis, vous pouvez évidemment le maintenir de l'autre côté avec une clé comme il a un méplat une fois qu'il est desserré un petit peu. La direction donc montée classiquement au niveau des puits sur roulement, et ils ont aussi mis des roulements au niveau de la barre de Ackermann. La Loctite après tu en as toujours un peu trop en général, tu essuies. Voilà. Donc on a des roulements ici sur la barre de Ackermann, les plastiques sont de très bonne qualité, les roulements se clipsent bien dedans, ils sont bien prisonniers. Montage du sauve-cerveau, basique. Sauf qu'ils ont rajouté une bague autour, c'est-à-dire que le cône n'est pas exposé, en fait il est enfermé comme ça. Ça c'est bien, parce que on a un meilleur maintien du fait que c'est emprisonné, on a moins de risque de prendre des saloperies dedans. On va donc pouvoir y mettre un tout petit peu de gras. Pas trop, hein. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes, il faut juste qu'il y ait une toute petite couche. Chez LOSI, il est monté, hop, vers l'extérieur et vers l'avant. Vous voyez déjà, on n'a pas un angle à 90 degrés. Donc ça sera prendre en compte aussi au niveau du réglage du cerveau. Ici, on n'a pas 90 degrés entre les deux pièces. Hein. Tu vois, le puits principal qui a donc aussi des roulements dedans. Et là, tu vois, hop, c'est là où je voulais en venir. Tu fais gaffe, comme tes roulements sont étanches que d'un côté, de bien mettre le côté étanche vers l'extérieur. Voilà. Après, ils ont eu la bonne idée de mettre une petite rondelle avant le ressort, puisque le ressort a toujours une partie, une arête brute ici, ça peut se prendre dans la luce, ça peut coincer. Tu as la même de l'autre. Et ensuite, tu as sa bague de pré-contrainte du ressort de sauve-cerveau, qui elle évidemment a aussi une de ces rondelles dessus, et un joint à l'intérieur que tu dois glisser. Donc, toujours pas le même principe, le joint freine sur le filet, et ça évite à la pièce de se desserrer toute seule. Là aussi tu mets un petit peu de gras à l'intérieur. Là on a par contre, tu vois, il faut y mettre un paquet de pression pour arriver dessus, donc tu fais gaffe à bien le faire prendre. L'idéal étant toujours de checker avant si le filetage fonctionne bien, normalement c'est pas un problème. On ne sait jamais, il vaut mieux être sûr. Donc là on prend bien, pas de souci. Et là tu dois presser et faire prendre. Donc le plus simple c'est toujours tourner un petit peu en arrière avant de prendre en avant, qui te permet de bien choper le filetage. Quand tu sens, quand tu tournes, à un moment, tu as un tout petit mini clic, c'est le petit cran, c'est le point de départ du filet, et après tu vois, tu peux prendre tranquille. Donc malgré la tension qui est en plus dessus, on arrive bien. Là aussi, il te donne une cote de départ pour le réglage de sauve-cerveau de 1,5 mm. Alors, 1,5, on est pas mal. Celui-là, il est... Ouh, je veux dire, il est bien balèze. Ouais. Moi, je trouve ça peut-être un peu beaucoup. Après, évidemment, avec les nouveaux cerveaux qui sont bien méchamment costauds, une huile de diff à plus dure et les performances plus élevées, c'est clair qu'il faut adapter le matos.
Donc jusque là, tout est clair et facile. Ensuite, tu mets ta barre de Ackermann. Là, il y a un truc dont je suis pas trop fan, c'est que tu as des petits puits comme ça à mettre par en dessous. Hop. Non, ils sont pas au-dessus. Je te dis une bêtise, tu vois. La barre de Ackermann est montée en dessous. Alors, la barre est montée par le dessous et le puits est sur le dessus. Il y a une petite empreinte sipant dedans. Là, pareil, j'ai au préalable déjà mis, tu vois ici, de la loctite à l'intérieur de ce filetage. Faut pas se tromper pour les vis parce qu'ils te livrent 3 par 8. Si, c'est effectivement les toutes courtes qu'il faut prendre. 3 par 8, ça ne laisse pas grand chose de filet dessus. Voilà. Alors, que je m'y retrouve. Hop. Mais il nous fait le mani. Si, c'est bon. Voilà. Je pense qu'à ce stade, évidemment, le fait d'avoir fait le filetage dans le puits, ça évite encore de mettre une vis plus longue avec un petit nil stop de l'autre côté, donc un risque. Enfin, plus de pièces, vis plus longue, nil stop en plus. Avec la loctite, ce machin-là, ça doit être fiable. En plus, c'est monté dans un roulement, donc ça tourne. Il y aura donc moins d'efforts dessus, évidemment. Voilà. Donc, s'ils ont bien fait les choses, normalement, tu peux... Alors, le puits est bien à ras. Ici, il dépasse légèrement. Par contre... J'aurais dû prévoir peut-être un petit peu de matière en plus. Quoique, oh non, ça va. C'est bon, il n'y a pas de souci, tu peux serrer bien fort, tout fonctionne, regarde. À merveille. Petit peu de jeu, pas trop, tout bon. Où es-tu? 3 par 8. Là. Voilà. Et là aussi, comme toujours, tu vérifies que tout fonctionne librement. Tu as ensuite la tâche de monter les rotules sur la direction. Moi, j'ai déjà monté mes petites chapes. Donc, je vais mettre les chapes directement. J'ai donc choisi un sens pour mes chapes par rapport au réglage. Elles seront donc toutes dans le même sens, vers la droite. Ici, te préconise de te mettre dans le 4e trou. Ils sont marrants avec le sens. Alors, si tu regardes le dessin, il te parle ici de l'avant-dernier trou vers l'arrière. Regarde, et ici, on te dit le 4e, mais tu n'as pas le sens en fait de ta pièce. Il faut plus ou moins que tu extrapoles un petit peu. Tu vois, ça c'est des petits détails, mais je trouve sur des marques qui fabriquent des kits depuis aussi longtemps, ce genre de choses devrait être beaucoup plus clair.
Bien sûr, on peut tout deviner, c'est comme sur l'autre body, tu vois bien aussi plus tard que il n'y a aucun souci avec le montage de la barre de renfort centrale. Néanmoins, sur le plan, c'est mal foutu. Là aussi, comme tu n'as pas de nil stop de l'autre côté et que c'est la direction, moi, je vais y mettre une toute petite goutinette de loctite. Pour être tranquille. Bon, je vais vite vous laisser. Le chien a donné l'alerte, ça veut dire que la poste est devant la porte et puis il n'y a pas à savoir vous. Hein. Alex, tout va bien, tes pièces sont arrivées. Effectivement, c'est arrivé direct chez moi à la poste. Je ne l'ai pas eu hier parce que c'est beau papa qui a intercepté le colis. Comme c'était contre signature. J'en étais où? On va donc checker si j'ai bien serré ça. Normalement, oui. Je suis en train de serrer une vis. Habitude de mécano, tu finis toujours le serrage avant d'interrompre. Mais vaut mieux vérifier après quand même. De l'autre côté, donc, pareil. Voilà pour la direction. Donc classique, vous l'avez vu maintenant, on a monté 3 véhicules différents. On a tous plus ou moins toujours la même chose. Une petite différence de sens au niveau de cette pièce-ci. Elle peut être à gauche ou à droite. Différents types de montage ici, soit avec des roulements, soit sans roulement, soit avec des puits, soit avec des cales et des machins. La plupart avaient des possibilités de réglage ici, pas tous. Ces réglages-là influent évidemment sur l'angle de braquage, la façon dont les roues braquent. Quand tu es normalement tout droit dans l'axe, elle braque en parallèle et plus tu recules ou plus tu avances, plus tu changes l'appareil, c'est-à-dire que tu as une roue intérieure par exemple qui va être braquée plus que la roue extérieure ou l'inverse. La roue extérieure plus que l'intérieur. Je compte sur les compétiteurs pour nous donner des effets réels de ce que influent ces réglages. Ça influe évidemment sur entrée-sortie de virage, on-gaz, off-gaz, tout ça, mais moi, en loisir, je laisse droit, j'aime bien mes roues en parallèle, je cherche pas à comprendre, de toute façon, je tourne comme je tourne, et en loisir, on n'est pas au chrono, donc c'est pas grave si on fait glisser le train arrière pour finir un virage parce que ça braque pas assez ou autre, c'est pas un problème en compète, évidemment, ils n'ont pas le temps de s'amuser à ça. Surtout qu'ils doivent être réguliers de tour après tour après tour, parce que c'est facile de faire un tour rapide, mais il faut en faire 20, 30, 40, exactement de la même façon, si on veut bien s'en tirer. Et ça, c'est une autre histoire. Là, on va pas tout de suite fixer donc cette direction sur le châssis, puisque tant que tu n'as pas mis le train avant, tu n'as pas la platine supérieure, ta direction, donc, elle va se casser la figure. Parce que là, ils te disent de mettre la direction. Et un peu plus tard dans le kit, on va arriver au moment de poser le diff central. Et comme ta direction, ben, elle n'est pas maintenue au-dessus, elle est juste posée dessus, et ben, elle va se casser la figure. Donc je vois pas l'intérêt de mettre tout de suite au début de ce kit, ici, cette direction là-dessus. Quoique après, eux, ils montent le train avant tout de suite. Donc dans l'ordre du kit, ça rentre. Effectivement, puisque le train avant va par-dessus, tu n'auras plus rien à mettre par en dessous, donc ça devrait aller. Alors, nous allons par contre, comme on fait à notre sauce, on va te mettre les côtés caisses, qui sont aussi très généreux chez Losi. C'est vrai que c'est sympa d'avoir un châssis étroit et tout ce qu'il faut pour plus ou moins alléger. D'un autre côté, quand tu as un châssis bien large et de la place pour travailler dedans, et tes éléments, c'est très bien. Parce que j'ai constaté une chose sur les châssis étroits, où souvent aussi, enfin même là, vous allez le voir, quelque chose dont je ne suis pas fan, ce sont les renforts de châssis avant-arrière qui passent trop près des cardans. Parce que ça finit toujours avec le cardan qui frotte sur le renfort de châssis.
Alors, y a-t-il une raison logique à ce que les constructeurs fassent ça? Donc soit, il laisse de la place, ton cardon peut flexer, évidemment, il a des chances de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour le retenir. Alors est-ce qu'il y a une chance qu'il se plie trop à un moment et ensuite qu'il tourne définitivement voilé? Et est-ce que eux se servent de ces éléments très proches de ces cardans centraux pour éviter, lorsque ton châssis se flexe de trop, que le cardan, lui, justement, se flexe de trop et est définitivement un voilage? Donc est-ce que c'est fait exprès de leur part que ce cardan frotte dessus? Tu vois, ça c'est tout ce genre de questions que tu peux te poser pendant que tu montes ton kit. Alors, là on est bon, là on est bon, là on est bon. Ça, ce ne sont plus les vis de la même longueur, c'est pourtant bien le sachet de vis qui va avec le châssis. Tiens, tiens, tiens. 3 par 8. 3 par 6. 3 par 8. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Alors, attention, il y a des blagues. Il y a des longueurs de vis différentes selon où tu le mets sur la bavette. Puisque ici, tu en as moins de matière. Il y a le bac lipo. De l'autre côté, je pense que ce sera pareil avec le boîtier radio ou la fixation moteur pour la place pour passer. Et sur les extrémités, ils ont mis des vis plus longues pour profiter de plus de matière, plus de maintien. Je pense que faire comme tout le monde ici avec tous les vis et tous les puits de la même longueur aurait été très bien aussi. Parce que ça tient largement, surtout qu'il n'y a pas d'effort sur les bavettes. Quand même, en plus, ils ont fait overkill sur celui-là. Il y a quand même contrairement à beaucoup d'autres, la bavette va jusqu'à l'avant. Ici, à gauche, à droite, à fond. Et est encore une fois relié au châssis ici. Je vais finir tout ça plus tard. On va tout de suite installer le support de diff central. 1, 2, 3, 4. Donc là, pas de surprise. N'oublie pas, quand tu as plusieurs éléments à visser, enfin plusieurs vis dans un seul élément, ce que tu fais toujours d'abord, c'est de faire prendre toutes les vis. Ensuite, tu serres régulièrement pour ne pas déformer la pièce et que tout soit bien à plat. Dans l'alu, enfin dans toute pièce qui est pré-filetée à l'avance, toujours de préférence faire prendre la vis à la main. Parce qu'avec la visseuse, tu vas y aller dessus comme un bourrin, tu ne seras peut-être pas en face du filetage et tu vas abîmer ton filetage, donc tu fais toujours d'abord prendre ta vis. Tu t'assures d'être bien aligné sur le filetage avant de faire prendre. Et si tu n'es pas sûr, tu tournes en sens inverse. Parce que tu sens, c'est un tout petit peu de feeling, le début du filet quand tu passes par-dessus. C'est surtout vrai avec des vis autofoireuses dans le plastique. Une fois qu'un filetage a été fait dans le plastique, tu peux bien sûr déboulonner et reboulonner, avec un risque quand même, avec la visseuse, systématiquement d'endommager. Donc soit tu presses un peu dessus au moment de visser et tu sens que ça chope le filetage, soit tu fais un petit tour en arrière. Montage du diff central qui est fait par demi-coquille, ça j'aime bien. Il y a plein de marques où il faut démonter tout l'ensemble. Ici c'est juste posé dedans. Tu vois, tranquille. Voilà. Ça tourne à merveille. Il y a un tout petit peu de jeu mais pas trop. On a la place pour tout. Tout va bien. Et on a ici le carter de protection au-dessus qui va donc finir de maintenir les roulements et qui en plus des petits ergots dans le plastique devant et dans la pâte en alu. Donc là c'est pareil. Si tu mets dessus et tu serres tout de suite tes vis, tu risques d'endommager ces pièces, donc tu les laisses là. On a donc un carter de protection, un demi-carter de protection
Et ça, c'est l'autre chose que je comprends pas trop de la part des fabricants, cette obstination de ne pas protéger mieux la couronne. Ceci est utile pour éviter l'accumulation de débris en bas. Parce que si tu fermes ce trou, il y a la caillasse qui peut rester dedans et elle va fatalement se prendre dedans. Évidemment, ça protège des projections de ce qui arrive par en haut, mais tu as quand même un risque de pendre entre couronne et pignon ici. Les constructeurs pourraient fermer là-dessous et faire un carter complet. Tout simplement. Tu fermerais d'ici jusque là de l'autre côté du moteur pour être tranquille aussi avec tes plages de réglage moteur. Tu ferais un joli carter rectangle, tu n'es pas obligé de t'amuser à en faire trop. Niveau poids, c'est minime, honnêtement. Vu de toute façon que là, comme dit, ils sont partis dans les diffs plus gros, donc on part un peu sur le poids là. Ça reste du plastique, ça serait tout à fait viable aussi en lexant. Tu ne serais pas obligé d'avoir une grosse pièce en plastique bien épaisse. Voilà. Donc moi, je vais finir de fixer les vis. Je vais poser ma petite direction. Et je vais attaquer l'assemblage du train avant, du train arrière, et ensuite on posera tout ça ensemble sur le châssis. Voilà, voilà. J'ai rien oublié. Normalement, il n'y a pas de boulette. On a toutes les rondelles en place. Tout va bien. Ah si, petite question au possesseur de RC8 B3. Est-ce qu'il y a aussi une double échancrure ici au niveau du châssis? Parce que là, c'est l'emplacement pour la couronne. Est-ce que c'est vraiment bien que le châssis ici à cet endroit-là soit aussi fin? Enfin, aussi fin, il fait quand même 2 mm. Est-ce que ça pose pas de problème sur les impacts sur le train avant ici? Est-ce qu'on peut pas endommager ici le carter? J'ai vu ça sur certaines machines de moins bonne qualité, évidemment, avec des châssis simples, où il y avait ici des fraisages pour le diff, et où ça finissait avec une bosse ici qui empêchait la bonne rotation du diff. Puisque cet engin, c'est un engin complet, donc il y aura un simple petit pare-choc devant derrière, et certainement pas de skid prévu de série. Voilà, petite question toute con. Donc merci pour ceux qui ont la réponse.